Comment vous définiriez l'esprit critique alors? Oh non. Oh là là. Bonne fin de soirée. Par contre, Matt, je pense qu'on a complètement dévié de ce que tu voulais parler, toi. Ah oui, mais c'est le principe du live, on va dans tous les sens. Bon alors calmez-vous, récemment j'ai été invité dans un live sur la chaîne Twitch de Blaireau & Co en compagnie de Contradico, un célèbre tiktoker, youtubeur et instagrammeur qui totalise plus de 300 000 abonnés sur ses réseaux, qui nous parle d'esprit critique et de rhétorique. Il y avait également Franck de la chaîne Matador qui lui nous parle de mathématiques. On a donc fait un live tranquillement de plus d'1h30, disponible en intégralité sur cette chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, calmez-vous. Ah oui, et calmez-vous, pour le titre de la vidéo, c'est ironique, personne ne se considère comme expert, calme-toi. Bref, on a donc abordé différents sujets, comme la manière de faire changer d'avis quelqu'un, comment faire, comment s'y prendre, et forcément on a dérivé sur le dialogue socratique ou l'entretien épistémique. Et vous allez le voir, même certaines entreprises utilisent cette technique de manipulation. Bref, je n'en dis pas plus, c'est parti. Et tout simplement, moi je pense, et c'est pour ça que je bosse beaucoup la rhétorique, c'est que je pense que c'est pas en venant avec des énormes études scientifiques là où on va taper les gens en plein visage avec un paplard de 30 pages, le dossier de l'ANSES, machin, enfin. En revanche, c'est en allant chercher l'humour, l'ironie, en allant essayer de comprendre ce qui touche l'autre pour semer les graines de doute. Alors du coup, moi, j'ai eu une période comme vous là où je fuyais le débat, même si j'avais énormément de mal avec mes proches. Mais finalement, non, aujourd'hui, je suis plutôt dans la démarche de réfléchir à tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin où la personne se rendrait compte que son raisonnement là est erroné. Et en fait, je me rends compte que si on va les chercher sur un autre terrain, sur lesquels où ils sont d'accord avec nous, et qu'on leur applique leur raisonnement, derrière, quand ils reviennent sur le raisonnement initial, ils se disent, bah mince, en fait, c'est peut-être pas logique. Et en fait, d'eux-mêmes, ils trouvent, putain, voilà, ça y est, pardon. Je dis un En gros fait, mot. tu fais de l'entretien épistémique. Ouais, Exactement. Oui, c'est ça. Et ça me rappelle, ça me rappelle maintenant tout de suite là, ce qu'avait posté Monsieur Jo Sam sur. Ah non. Oui, alors, Monsieur Sam, mais Jo, je crois que c'est toi qui avais fait une vidéo sur l'américain qui fait l'entretien épistémique. Ouais, Anthony Magnabosco, ouais. Voilà. Sur les universités, sur les croyants. Ouais, et voilà, et ça, ce genre d'exercice, c'est ça que j'essaye de faire. C'est ça que j'essaye de faire. Et C'est sport, c'est sport. J'ai essayé, il faut une certaine discipline. Ah ouais, et de la patience. Ouais, tout à fait, oui. De la patience. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. J'ai un peu le même exemple concernant l'homéopathie. Je sais que, en fait, les peu de fois où je débat avec quelqu'un sur l'homéopathie, je lui dis, bah écoute, j'essaye de trouver une croyance en laquelle il ne croit pas. Et en général, tu vois, si je lui parle de gens qui font des câlins aux arbres et qui guérissent les cancers, bah lui, il va pas croire à ça, tu vois. Et il va dire, bah ok, on est d'accord, moi, je ne crois pas à ça. Et après, ben, je lui dis, bah pourtant, les gens qui croient aux personnes qui font des câlins aux arbres et que ça guérit leur cancer, pourtant, les gens qui croient à ça, ils y croient exactement pour les mêmes raisons auxquelles tu crois que l'homéopathie fonctionne. À savoir, par exemple, l'expérience personnelle. Sur moi, ça marche. Et donc là, en fait, il prend conscience que ces raisons pour lesquelles il croit à l'homéopathie, ils sont peut-être pas aussi solides, aussi pertinentes qu'il le pense, vu qu'il peut les utiliser pour d'autres croyances complètement bullshit. Tu vois, il peut utiliser l'argument de ouais, sur moi ça marche, avec les chamans ou les gens qui disent guérir des cancers en faisant des câlins aux arbres. Tu vois. C'est là-dessus moi que j'arrive un peu à, j'ai l'impression à les avoir. Quoi. Tu fais un déshonneur par association. Ouais, en quelque sorte, ouais. En quelque sorte, tu crois attention, tu as la même mécanique que des gens que tu trouves bizarres. Ouais, alors, ouais. Et vice-versa, ces gens-là vont trouver bizarre, mais tant que tu es dans la bienveillance et que tu écoutes l'autre et que tu l'accompagnes. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une des vidéos dont je suis la plus fière, mais elle n'a pas très bien marché. D'ailleurs, je vais la repartager, je pense. Genre David s'il perd pas du boulot. Hein. S'il y a un billet à se faire, comment il s'appelle ? J'avais justement comparé l'homéopathie et les cochons d'Inde. Parce que en Colombie, ou je ne sais plus où, là, radiographie par cochon d'Inde, voilà. Et en fait, j'ai pris cette expérience qui est vraie. Il y a dans une certaine partie du monde, je sais plus où exactement, ils utilisent un cochon d'Inde vivant, ils le frottent sur le corps des patients. Et après, la dame, le cochon d'Inde, donc il meurt parce qu'en fait, la thérapeute, elle écrase le cochon d'Inde sur le corps du patient, tu vois. Et donc la dame, elle te dit, bah voilà, il est mort parce qu'il a chopé toute la maladie du patient. Et là, le patient, ça va mieux. Et le patient, il se relève, il dit, ah oui, ça va mieux. Et après, elle dépece l'animal et elle dit, ah bah voilà, vous voyez, là, les muscles, ils sont blancs. Ça veut dire qu'en fait, la dame, elle avait une grippe, voilà, mais bon, là, ça va mieux, tout ça, blablabla. Et donc, cochon d'Inde. Et oui. Et donc, en fait, ça utilise exactement les mêmes mécanismes que l'homéopathie, c'est-à-dire que dans cet endroit du monde où ils font ça,
l'État reconnaît cette thérapie comme valable, tu vois. Et en France, pour l'homéopathie, il me semble que c'est un peu la même chose, tu vois, que c'est reconnu en gros de manière implicite par la majorité des gens, tu vois. Ouais, implicite, mais c'est plus reconnu par les instances médicales depuis un bout de temps. Hein. Oui, mais j'appuie sur le fait que dans ce village, dans cette partie du monde, tout le monde y croit parce que tout le monde est satisfait. Et c'est exactement la même mécanique pour l'homéopathie, en fait. Et voilà, du coup, homéopathie, ouais, est-ce que vous avez de bonnes raisons d'y croire? C'est ça que... Là, j'avais utilisé effectivement ce passage avec le cochon d'Inde, là, je trouvais ça complètement dingue. Donc à revoir. Pauvre petit père. Carrément, ouais. Ouais, c'est sûr, vaut mieux manger des petites granules sucrées, hein, putain. Oh là là. Pour le café, c'est super. Oui. Alors, messieurs, comment vous définiriez, je sais pas si je parle français, c'est français, définiriez? Comment vous définiriez l'esprit critique, alors? Oh non. Oh là là. Bonne fin de soirée. Salut mon pote. Tu vois, c'est une question trop large. Moi, j'arrive pas à définir l'esprit critique. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai même jamais réfléchi à la question. Allez, qui c'est qui veut se lancer? Attends, je prends la définition du bouquin. Ah non, sans tricher. Franck. Ah la vache, putain. Bah voilà, c'est très bien. Si, alors moi je pique la définition d'hygiène mentale. Il triche, Quentin. Non, je jure que j'ai pas lu. Je jure, j'ai rien ouvert. C'est la méthode avec laquelle on se met des informations dans le cerveau. Ouais, carrément. Oui. Ah bah voilà, ouais. Faites attention à la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans la tête. C'est aussi la méthode avec laquelle on arrive à s'enlever des trucs dans la tête. Ouais, donc le mot filtré peut-être. Ouais, c'est ça, c'est la capacité aussi à changer d'avis. Ouais. Par contre, Matt, je pense qu'on a complètement dévié de ce que tu voulais parler, toi. Ah oui, mais c'est le principe du live, on va dans tous les sens. Ah bah là parce que la recette de la choucroute, là, je comprends pas le... Et Franck, Franck ou Quentin, ou même Joe, hein, si vous voulez, ça y est, j'ai bouffé le mot. L'entretien épistémique. Ouais. Qui c'est qui veut expliquer ça? C'est un... Ouais, il faut regarder la conférence de Sam. Oui, voilà, mais en gros, c'est un entretien socratique où tu fais que... Bah c'est ça. Non, oui, non, c'est exactement ça, mais c'est un peu définir un truc compliqué par un autre truc compliqué. Ah ouais, c'est moins compliqué parce que Socrate, en gros, il posait juste des questions à son interlocuteur, c'est tout, quoi. C'est ça. Et il amenait la personne à se rendre compte lui-même de ses erreurs de raisonnement. D'ailleurs, fun fact, je peux parler là, c'est bon, Matt? Ah oui, tu peux parler. Ah non, je sais pas ce que tu veux dire. Non, mais j'ai l'impression que je monopolise la parole. Ah non, je croyais que tu allais lâcher une grosse info, un gros os. Vas-y. Non, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Et en fait, en gros, moi, je bossais pour une grosse société d'assurance et ils avaient une méthode de management qui, il me semble, vous allez me dire si vous êtes d'accord, ressemblait à l'entretien épistémique. C'est-à-dire que, genre, je me souviens, je rentrais dans le bureau de mon manager. Et c'est quelque chose que tu as vécu? Oui. Ah, pardon, c'était vraiment ancré dans la racine du management. La culture d'entreprise. Voilà, la culture d'entreprise, c'était comme ça qu'ils faisaient. Et à chaque fois, c'était toujours pareil. Je rentrais, oui, bonjour Jordan, alors comment tu vas aujourd'hui? Comment ça va? Blablabla. Et ça enchaîne une discussion. Et en fait, pour me parler de mes résultats, jamais il me disait oui, alors tes résultats là. Non, c'était. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ton résultat là sur cet item? Dis-moi. Je pense que nanana, je pense ceci, je pense cela. Mais et tu penses qu'il est plutôt bon ou plutôt mauvais? Et du coup, c'était moi qui me rendais compte qui me rendait compte de mes faiblesses. Et du coup, ça dans le alors. Moi, je trouve que ça ressemble à l'entretien épistémique, mais en tout cas, ça marche très très bien parce que en fait, l'interlocuteur qui est face au manager, il peut pas s'énerver. Il peut pas s'énerver. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manager, il dit rien. Il dit pas, non, tes résultats sont nuls. Non, c'était moi qui disais, ouais, je trouve que mes résultats, ils sont pas ouf. Et du coup, il y avait jamais de conflit parce que en fait, tu peux pas t'énerver vu que c'est toi qui le dis, tu vois. Ouais, j'ai déjà eu des managements comme ça, oui. C'était trop efficace, méchamment efficace. De fou. Et du coup, je me dis, en fait, c'est de l'entretien épistémique pour entreprise, en fait. J'ai eu l'impression, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah oui, tout à fait, ouais, parce qu'en fait, tu pousses la personne à faire la démarche de réflexion et d'analyse de la problématique, en fait. Tu lui apportes pas la science, tu lui demandes à elle de réfléchir, quoi. Et je me souviens, je me suis pas rendu compte tout de suite de ça. Et pendant ma période où je bossais dans cette entreprise, j'ai eu une formation pour devenir encadrant des nouveaux arrivants, tu vois. Et donc, dans cette formation, ils ont mis toute la partie comment apprendre à communiquer avec ces employés qui sont en dessous de toi, tu vois. Et là, en fait, ils nous ont montré toute la procédure à suivre. Et en fait, quand ils nous ont montré la procédure à suivre,
j'ai vu mon manager en train de me parler, quoi. Et en fait, il déroulait un script, mon manager, en fait. Et je me suis rendu compte de ça. Et je me souviens, après la formation, je suis descendu, j'étais voir son bureau, je dis, ouais, mec, t'es un enfoiré et tout. En fait, tu fais que dérouler un script. Bon, je lui ai pas dit ça comme ça, mais on s'entendait plutôt bien, tu vois. Mais du coup, ouais, ça m'a fait beaucoup rire de savoir, en fait, que tout était scripté, mais il le faisait tellement naturellement, tu vois, que j'ai l'impression qu'il me parlait normal. En fait, non, c'était vraiment de la manipulation, en fait. Alors, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, la méthode est super intéressante, mais dans le cadre professionnel, ça ressemble à de la manipulation quand même d'une certaine façon, quoi. Ah ouais, parce que du coup, grâce à cette technique de communication, il n'y a aucun conflit. Et c'est genre, ouais, Jordan, t'es mon pote, franchement, super. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi tout. Et c'est toi qui parles. Et le manager, il dit rien. Il y a quand même un petit danger, je trouve, dans le cadre de l'entretien épistémique, parce que on va revenir sur l'émotion, quoi. Là, tu es dans le cadre d'un boulot, il n'y a pas tellement d'affect, ou beaucoup moins en tout cas que dans une croyance. Une croyance, ça se trouve, tu crois à ça parce que tes parents, quoi, qui t'ont bercé avec ça. Ils t'ont bercé. C'était sûr que c'est le bon mot, bercé. Ouais, non, pas bercé, mais ils t'ont bourré le mou, oui. Ouais, voilà. Et si toi tu vois les ficelles, si pendant ton entretien épistémique, tu déroules un script comme tu dis, Jordan, et que ça se voit. La réaction de rejet par rapport à cet entretien, elle est très violente parce que tu vois les ficelles et donc comme il y a beaucoup d'affect, ta réaction de rejet, elle est d'autant plus forte à mon avis. Oui, clairement. Je sais pas qu'est-ce qu'il disait ça. Je crois que c'est Quentin qui disait ça, ou peut-être Franck, je sais plus. Et Monsieur Sam le dit aussi. C'est vrai que faut aborder la question avec de l'empathie, quoi, avec beaucoup d'empathie, et puis vraiment s'intéresser à l'autre personne et pas vouloir imposer ce que tu penses. Moi, je sais pas faire, mais et de ce que j'ai compris, en général, ce qu'il disait, c'est que si tu veux faire un entretien épistémique, il faut pas que les personnes te connaissent au préalable. Il faut pas qu'il y ait de préjugés sur toi au préalable, parce que si les personnes te connaissent, ils vont forcément jouer là-dessus et ils vont partir sur des ouais, mais tu dis ça, mais je te connais, mais nanana. Ouais, c'est déjà débattu d'un sujet, ouais, effectivement. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué de le faire en famille, fait même impossible en fait, ça avec des proches, l'entretien épistémique. Juste pour rebondir, Quentin, tu voulais peut-être dire quelque chose? J'ai vu ton micro bouger plus d'une fois. Bah, moi, ce truc alors pour le coup, j'ai été manager, moi, ce truc de faire poser les questions. Comment ça se la raconte, Quentin? Non, alors pardon, c'était pas du tout dans ce sens-là, c'était dans le sens, oui, je connais je vois très bien la technique. Alors c'est une technique que moi j'ai trouvé à double tranchant, parce que si la personne elle est dans une situation d'injustice réelle, si tu commences à faire ça avec elle, en fait elle va juste te rentrer dedans direct. Donc c'est bien aussi de savoir porter ses ovaires, ses nibards, ses couilles, ce que vous voulez, et aussi de prendre la position, de se dire bah voilà, ce que tu as fait c'est pas ouf, ce que tu as fait c'était bien, de notre point de vue, plutôt que de lui poser les questions pour que lui-même se rende compte que c'est bien ou pas bien. Voilà, moi j'ai quand même toujours préféré les managers et chefs qui savaient prendre la responsabilité d'avoir la photo d'ensemble, plutôt que cette espèce de management gentillet. Moi ça me Antillais. Gentillet. Ah, gentillet. Excuse-moi. Non. Gentillet là, ça me, je sais pas. Mais c'est pas gentillet. Enfin ouais, c'est vraiment à double tranchant, quoi. Parce qu'effectivement, ça te caresse dans le sens du poil parce que t'es pas en conflit, mais derrière, on le ressent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on le ressent vraiment comme de la manipulation, quoi. Bah, moi, paradoxalement, ça marche. En fait, c'est le seul manager que j'ai rencontré dans ma vie qui était comme ça, et en fait, ça marchait trop bien, quoi. Les stats, elles étaient au plafond, quoi. Vraiment, j'étais au max des stats et tout, parce que le mec, il était sympa avec moi, et Jordan, et ça va et tout, et puis mais qu'est-ce que tu penses de tes chiffres, mais dis-moi, et ça, comment tu fais, tu sais, vraiment, et c'est après coup je me suis dit ah ouais, mais en fait ouais, c'est juste une technique de management en fait. Mais c'est une bonne technique, mais voilà, le problème c'est qu'elle est trop bonne et que c'est de l'incentive, c'est ça? Ouais, mais vous avez une capacité de recul aussi. Quand t'as une capacité de recul, c'est facile de travailler comme ça. Par contre, des collaborateurs, et ça arrive, des gens qui sont très juniors ou des choses comme ça, ont pas forcément cette vision d'ensemble, ils sont pas forcément capables. Quand on est plus jeune, on a plein de biais qui viennent polluer les uns avec les autres, et du coup, ce genre de choses-là, c'est hyper compliqué de leur tirer les verres du nez pour qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes, parce qu'en fait ils sont déjà convaincus qu'ils sont meilleurs que les autres, ou l'inverse, il y a des gens qui se considèrent vraiment hyper nuls, et du coup c'est là où je trouve que le manager, parce qu'il y a les gens qui sont autonomes vraiment, et du coup eux tu n'as pas vraiment besoin de les aider. Par contre il y a des gens qui arrivent pas comme ça à vraiment voir tous les liens, à arriver à des gens qui se voient mauvais, qui se voient bons, et il faut les accompagner et les aider, pour moi. Mais quand ça se voit
vois trop que tu as bossé dans ce milieu-là parce que tu es un manager. Bah bon. Non, mais oui. Tu as utilisé un mot que je déteste, un mot Je dis quoi, collaborateur. Oh, Mais- pardon. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Non, je suis pas un collaborateur, je suis un employé, fils de. Je suis ton esclave. Ouais, je suis ton esclave. Arrête de dire je suis un collaborateur. Mais c'est quoi cette histoire? Mais oui. Oh Eh ben, c'est marrant parce que du coup, je pense que moi, je considère les gens avec qui je travaille comme des employés. Et ils en ont conscience et on est tous conscients, voilà, c'est juste un travail. Et pourtant, j'utilise le mot de collaborateur, alors que du coup, toi, t'aimes bien les techniques de roublard, de machin, mais c'est pour les employés. C'est pour les. Ouais. Mais tu vois, le principe de collaborateur, je l'ai vu, j'ai vu le double sens direct, tu vois. Je savais que c'est pas un mot anodin, tu vois. Genre, tu passes d'employé à collaborateur, c'est pas dans une entreprise, utiliser ce mot-là, c'est pas anodin. Tu vois, c'est pour vraiment te faire croire que tu as de la valeur, que tu travailles pas pour l'entreprise, tu travailles avec l'entreprise, on travaille ensemble, tu vois. Mais en fait, pas du tout, quoi, pas du tout. Alors, encore une fois, moi, je bossais pour un gros groupe et vraiment, c'était un management, j'ai envie de dire, à l'américaine. On avait une salle de pause, mon gars. Il y avait flipper, il y avait billard, il y avait salle de ciné, il y avait cuisine, il y avait coin il y avait une guitare, il y avait un punching ball. T'étais chez Google, quoi. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Sauf que, mon gars. Sauf que, oui, non, mais pas le toboggan, mais enfin, vraiment, c'était une salle de pause de ouf. Sauf que le problème, c'est que tu n'avais que 15 minutes de pause dans la journée. Et 15 minutes, pas une de plus. C'est-à-dire que tu revenais à 15 minutes et 30 secondes, ton chef, il t'appelait, ouais, t'es où, qu'est-ce que t'as fait, nanana. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout dans le paraître. Alors, ouais, t'es content quand tu vois quand t'arrives dans l'entreprise et qu'il te présente la salle de pause, tu te dis, waouh, putain, trop bien, mais je vais rester toute ma vie ici. Mais non, mon gars, mais non, dans la vraie vie, non, tu restes pas toute ta vie là-dedans parce que, en fait, tu t'en profites jamais de ces salles de pause. T'es tout le temps sur ton boulot là, collaborateur. Tu m'étonnes. Enfin, après moi, paradoxalement, le manager qui utilisait ces techniques, c'est vraiment un des meilleurs managers que j'ai eu, avec lequel j'ai passé vraiment des bons moments, tu vois. Alors en toute cordialité, tu vois, vraiment dans un domaine professionnel, mais c'est le meilleur manager que j'ai eu de ma vie, tu vois. Alors que en fait, j'étais payé une misère pour faire des chiffres pour rien, quoi. Ouais. Des boulots d'exploiter, quoi. Ouais, grave. Alors, mais bon, ça allait, j'étais un collaborateur. Ouais, vas-y, Mathieu. Juste pour revenir sur l'esprit de contradiction, je dirais pas de contradiction, mais de l'esprit critique, quoi. Tout à l'heure, vous disiez, moi j'ai lâché l'affaire pour faire changer d'avis les gens quand on est en repas de famille et tout ça. Moi, j'ai pas lâché l'affaire. Et il faut jamais lâcher l'affaire.